Le vent d'hiver hurlait contre les fenêtres à meneaux du manoir d'Ashford comme une créature cherchant à entrer, son cri plaintif résonnant dans des couloirs qui s'étendaient dans l'obscurité, et dans la chambre de la duchesse, une pièce de soie crème et de miroirs dorés qui reflétaient la lueur des bougies en flaques d'or tremblantes. Lady Céleste Blackwood était assise, parfaitement immobile, sur le bord d'un énorme lit à baldaquin. Sa robe de mariée, une cascade de satin ivoire et de dentelle de Belgique qui s'étalait autour d'elle comme de l'écume de mer, délicate et d'une certaine manière tragique dans sa beauté. Le feu dans l'âtre s'était consumé, projetant de longues ombres qui dansaient sur les murs beangés de portraits d'ancêtres dont les yeux peints semblaient la regarder avec un mélange de pitié et d'accusation. Elle attendait depuis 3 heures. Sa femme de chambre était partie après la 2e heure, congédiée d'un mot doux et d'un sourire que Céleste avait forcé au-delà du nœud qui se serrait dans sa gorge, car elle ne voulait pas, ne pouvait pas, permettre aux domestiques d'être témoins de son humiliation, bien qu'elle se doutât qu'ils savaient déjà, qu'ils avaient peut-être toujours su quelle sorte d'homme le duc d'Ashford était vraiment. Ses mains reposaient, jointes, sur ses genoux, pâles contre le blanc de sa robe, et elle les étudiait comme si elles appartenaient à une étrangère, ses mains qui avaient signé le contrat de mariage ce matin-là, qui avaient accepté sa bague, qui avaient tremblé quand il les avait baisées de lèvres aussi froides que le marbre pendant la cérémonie dans la chapelle où 200 invités l'avaient vue devenir la duchesse d'Ashford. Il avait été beau dans sa sévérité, grand et aux cheveux sombres, avec des yeux de la couleur des orages d'hiver, un visage taillé dans des lignes aristocratiques qui ne révélaient rien, ne donnaient rien, ne promettaient rien. Elle s'était attendue à de la formalité. Les mariages arrangés au sein de la noblesse étaient des contrats de propriété et de lignée, pas d'affection, et elle s'était préparée à une union fondée sur le devoir plutôt que sur la dévotion. Mais elle ne s'était pas attendue à la cruauté. Elle ne s'était pas attendue à l'abandon. La note reposait à côté d'elle sur le couvre-lit. Un vélin craquant portant les armoiries de sa famille et une seule ligne écrite d'une écriture noire et acérée. « Je serai à l'étranger pour affaires. Le domaine est vôtre, à gérer comme bon vous semble. » Aucune explication, aucune excuse, aucune indication de quand, ou si, il reviendrait. Il était parti immédiatement après le déjeuner de noces, s'en allant dans sa voiture, alors que les invités célébraient encore dans la salle de bal en bas, et elle n'avait découvert son absence que lorsqu'on l'avait conduite dans cette chambre, et qu'on lui avait dit que son Altesse avait des affaires urgentes, nécessitant son attention immédiate. Céleste sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, une fissure s'ouvrant dans le calme soigneusement entretenu, qu'elle avait maintenue toute sa vie en tant que fille d'un comte. Élevée pour être gracieuse et digne, et par-dessus tout, réservée. Elle ne pleurerait pas. Elle ne lui donnerait pas ce pouvoir sur elle, bien que ses yeux brûlassent de l'effort de retenir ses larmes et que sa gorge lui fît mal de chagrin ravalé. Dehors, le vent continuait son assaut contre les pierres anciennes du manoir d'Ashford, et quelque part dans l'immense vide de la maison, une horloge sonna minuit, chaque carillon tombant comme un coup de marteau sur son cœur, marquant la fin de son jour de mariage et le début d'une solitude qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. Les semaines passèrent dans l'immensité tentaculaire du manoir d'Ashford. Chaque jour, une performance soignée de dignité jouée devant des domestiques qui se déplaçaient dans les couloirs avec des yeux compatissants et des voix basses qui se taisaient dès qu'elle apparaissait. Et Céleste découvrit que la solitude dans une maison remplie de gens était peut-être la forme la plus cruelle d'isolement. Elle se levait chaque matin à 7 heures précises, vêtue des robes élégantes qui convenaient à une duchesse,
des robes du matin en soie, dans des tons de gris colombe et de bleu pâle qui semblaient faire écho à sa mélancolie, et prenait son petit déjeuner seul dans la vaste salle à manger, où la table pouvait accueillir 30 personnes, mais ne contenait que son unique couvert à une extrémité. Un petit îlot de porcelaine et d'argenterie dans un océan d'acajou poli. Elle se promenait dans le parc quand le temps le permettait, ses pas résonnant dans les jardins à la française, où les roses d'hiver fleurissaient d'une beauté provocante, leurs pétales pâles sur des tiges épineuses, et elle se sentit attirée par les confins plus sauvages du domaine, où des sentiers envahis par la végétation menaient à des folies abandonnées et des grottes oubliées, des lieux qui correspondaient à la désolation de son cœur. Le domaine lui-même était magnifique dans sa mélancolie, un manoir néo-gothique tentaculaire, situé au milieu de chênes centenaires et d'un parc vallonné, sa façade en pierre grise ornée de gargouilles et de sculptures complexes qui semblaient juger tous ceux qui passaient sous elle. Et elle passait des heures dans la galerie de portraits à étudier les visages des ancêtres d'Ashford, cherchant quelque indice sur la nature de son mari dans les physionomies sévères de ses aïeux. Elle essayait de comprendre sa cruauté, la retournant dans son esprit comme une énigme qu'elle pourrait résoudre si seulement elle l'examinait sous le bon angle, bien qu'aucune réponse ne vînt. Seulement l'écho de cette unique note dévastatrice et le souvenir de ses yeux froids qui avaient regardé à travers elle plutôt que vers elle pendant leur cérémonie de mariage. Elle s'était attendue à ce qu'un mariage arrangé soit sans amour, s'était préparée à la formalité et à la distance et à la sorte de partenariat poli que ses propres parents avaient entretenu. Mais elle n'avait pas anticipé ce rejet absolu, cette négation complète de son existence, comme s'il avait épousé un fantôme plutôt qu'une femme. Son orgueil ne lui permettait pas de retourner au domaine de sa famille, d'arriver à la porte de son père comme une enfant vaincue, cherchant du réconfort, car que pourrait-elle leur dire qui n'augmenterait pas leur honte? Que le duc d'Ashford, l'un des pairs les plus puissants d'Angleterre, l'avait trouvé si médiocre qu'il ne pouvait supporter ne serait-ce qu'une seule nuit en sa présence. Les domestiques chuchotaient, bien sûr, bien qu'ils tentassent la discrétion, et elle attrapait des fragments de spéculation dans les couloirs assombris, que son Altesse avait une maîtresse à l'étranger, que le mariage avait été contracté sous la contrainte, qu'il y avait un sombre secret dans la lignée des Ashford qui empêchait des relations conjugales normales, et chaque théorie murmurée coupait comme du verre, bien qu'elle maintint son sang-froid, souriant gracieusement, donnant les instructions domestiques avec une autorité calme, jouant le rôle de duchesse tout en se sentant comme une usurpatrice dans des vêtements d'emprunt. La nuit, seule dans sa chambre, elle se tenait parfois devant la fenêtre, donnant sur le parc éclairé par la lune, et se demandait ce qu'elle avait fait pour mériter cette punition singulière, ce mariage qui était en quelque sorte pire qu'aucun mariage du tout. Et le domaine s'étendait devant elle comme une belle prison, sa grandeur mélancolique, un miroir de la désolation qui fleurissait dans sa poitrine. 6 semaines après son abandon, Céleste se força à assister à l'assemblée printanière de Lady Pemberton, arrivant à la grande maison de ville londonienne dans une robe de soie lavande pâle qui lui donnait l'impression d'être un spectre dérivant à travers des pièces remplies de rires et de musique et du monde social scintillant qui semblait soudain étranger après son isolement au manoir d'Ashford, et elle endura les regards compatissants et les chuchotements étouffés, la tête haute, souriant gracieusement, même si elle se sentait se fracturer sous le poids de tant d'yeux curieux. Elle se tenait près de la table des rafraîchissements, une coupe de champagne intacte à la main, se préparant à présenter ses excuses et à se retirer dans la sécurité de son domaine vide, lorsqu'une voix à côté d'elle dit avec une chaleur sincère « Votre grâce, je dois avouer que la lavande vous sied bien mieux que le portrait plutôt sévère de vous que j'ai vu dans la galerie de portraits d'Ashford, bien que je suppose qu'aucun artiste ne pourrait vraiment capturer la nuance particulière de résilience dans vos yeux. » Elle se tourna pour trouver Lord Nathaniel Hartley, s'inclinant sur sa main,
son contact doux et bref, ses manières si différentes de la formalité froide qu'elle en était venue à associer aux hommes aristocratiques, qu'elle sentit quelque chose bouger de manière inattendue dans sa poitrine, comme de la glace qui commence à fondre. Il était beau d'une manière accessible, avec des yeux bruns chaleureux qui contenaient une réelle bonté plutôt que du calcul. Des cheveux auburn qui tombaient en vagues légèrement désordonnées, suggérant qu'il se souciait plus de la substance que de l'apparence, et un sourire qui atteignait ses yeux quand il la regardait comme si elle était une personne plutôt qu'un titre ou une pièce dans le jeu d'échecs élaboré de la société. « Vous connaissiez mon mari assez bien pour visiter la galerie de portraits d'Ashford ?» demanda-t-elle prudemment, consciente que Lord Hartley était connu dans tout Londres comme le plus grand rival du duc en matière de politique et d'affaires, leur famille étant enfermée dans une compétition vieille de plusieurs générations, dont tout le monde chuchotait, mais que personne ne comprenait entièrement. « Je l'ai connu à Cambridge, » répondit Nathaniel, sa voix portant une nuance de quelque chose de complexe. Ni haine, ni amitié, mais quelque chose de plus nuancé. Nous lisions tous les deux la philosophie, bien que nous fussions rarement d'accord sur quoi que ce soit, et je trouvais la collection de maîtres flamands de sa famille bien plus agréable que sa compagnie, sans offense pour votre mariage, bien sûr. Son honnêteté lui arracha un rire sincère, le premier qu'elle avait émis depuis des semaines, et le son sembla étrange dans sa gorge, rouillé par le manque d'usage. « Aucune offense, milord, car mon mari a clairement fait savoir que ma compagnie ne lui était guère attrayante. » Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir, un éclair de vérité amère qu'elle regretta immédiatement. Mais l'expression de Nathaniel se transforma en une telle préoccupation sincère qu'elle sentit les larmes la menacer pour la première fois depuis cette terrible nuit de noces. « Alors votre mari est un plus grand imbécile que je ne le pensais, » dit-il doucement, et il n'y avait aucune moquerie dans son ton, aucune tentative de séduction, seulement une simple déclaration de faits livrée, avec une telle sincérité que Céleste sentit quelque chose de dangereux fleurir dans sa poitrine, la possibilité timide de l'amitié, d'être vue et appréciée par quelqu'un alors qu'elle avait commencé à se croire invisible. Ils parlèrent pendant 1 heure dans ce coin de la salle de bal, discutant de littérature et de voyage et des modes ridicules de la saison, et quand il demanda la permission de lui rendre visite au manoir d'Ashford, elle se surprit à accepter malgré les chuchotements qu'elle pouvait déjà entendre tournoyer autour d'eux, car pour la première fois depuis qu'elle était devenue la duchesse d'Ashford, elle se sentait de nouveau Céleste, comme une personne dont les pensées et les opinions comptaient pour quelqu'un, et elle s'accrocha à ce sentiment comme une femme qui se noie s'agrippant à un débris de bois dans une mer déchaînée. Les mois passèrent dans une danse singulière de convenance et d'intimité croissante, alors que Lord Nathaniel Hartley devenait une présence régulière au manoir d'Ashford, arrivant chaque semaine sous divers prétextes. Un livre qu'il pensait qu'elle pourrait apprécier, des nouvelles de connaissances communes à Londres, des questions sur les célèbres roseraies du domaine qu'il prétendait vouloir reproduire sur sa propre propriété, et Céleste se surprit à anticiper ses visites avec une impatience qui la réconfortait et la troublait à parts égales. Ils se promenaient ensemble dans les jardins d'hiver, alors que le givre transformait le paysage en quelque chose d'éthéré et d'étrange, leur souffle visible dans l'air froid, tandis qu'ils discutaient de poésie et de politique et des absurdités des conventions sociales, et elle découvrit qu'il possédait un esprit aussi vif que tous ceux qu'elle avait rencontrés, n'ayant pas peur de contester ses opinions, tout en respectant son intelligence d'une manière qui semblait révolutionnaire après une vie d'homme qui s'attendait à ce qu'elle sourie simplement et soit d'accord. Il remarquait des détails que d'autres négligeaient, la façon dont elle favorisait sa main gauche en arrangeant les fleurs, sa préférence pour la promenade sur le sentier, et où la lumière du matin filtrait à travers les branches nues, la légère tension qui apparaissait dans ses épaules
chaque fois que quelqu'un mentionnait le duc. Et ces petites observations la faisaient se sentir vue d'une manière qu'elle n'avait jamais connue, comme s'il esquissait soigneusement son portrait dans son esprit, capturant des nuances que même elle n'avait pas reconnues en elle-même. Elle lui raconta des choses qu'elle n'avait jamais exprimées à voix haute, sur ses rêves d'enfant de voyager en Italie pour voir les grandes peintures de la Renaissance, son plaisir secret pour les romans gothiques que la société jugeait inappropriés pour les dames, sa frustration face à la performance sans fin exigée par sa position, et il écoutait avec une attention totale, ne rejetant ni ne diminuant jamais ses pensées, répondant avec ses propres vulnérabilités sur le poids des attentes familiales et la solitude de défendre des opinions politiques impopulaires dans un monde qui valorisait la conformité par-dessus la conscience. Leur conversation révélait des profondeurs dans leurs deux caractères, sa résilience sous le vernis de l'orgueil blessé, son idéalisme tempéré par une compassion sincère plutôt qu'un optimisme naïf. Et elle se surprit à rire de nouveau, un rire sincère qui montait de sa poitrine sans y être invité, en particulier lorsqu'il imitait les discours pompeux de Lord Wetherby au Parlement ou racontait des histoires absurdes de ses voyages sur le continent. Pourtant, il y avait toujours l'ombre de son mari absent, le poids des vœux prononcés devant Dieu et les témoins, et elle se sentait prise entre deux positions impossibles, la loyauté envers un homme qui l'avait abandonnée sans explication, et la chaleur d'un compagnon présent qui la faisait se sentir vivante pour la première fois depuis sa nuit de noces. Nathaniel lui apportait de petits cadeaux à chaque visite, jamais rien qui puisse être interprété comme inapproprié, mais des témoignages qui montraient qu'il la comprenait. Une première édition d'un roman qu'elle avait mentionné adorer, la partition d'une sonate mélancolique qu'elle avait entendue une fois et regretté de ne jamais retrouver. Une esquisse à l'aquarelle des jardins du domaine qui capturait leur beauté sauvage, et chaque geste creusait plus profondément dans les défenses qu'elle avait construites autour de son cœur. Elle essayait de maintenir la distance, se rappelant constamment les convenances et le devoir et le caractère sacré des vœux de mariage, mais elle se sentait dégelée de l'isolement qui l'avait glacée depuis qu'elle était devenue la duchesse d'Ashford, comme le printemps prenant progressivement le dessus sur l'emprise de l'hiver, et elle ne pouvait déterminer si ce dégel était un salut ou le début d'une dévastation encore plus profonde. Alors que l'automne arrivait et peignait le domaine dans des tons d'ambre et de pourpre, Céleste se retrouva au bord d'un précipice qu'elle n'avait pas eu l'intention d'approcher. L'amitié avec Lord Nathaniel Hartley ayant évolué en quelque chose de bien plus dangereux qu'une agréable compagnie, et elle le sut le soir où il arriva avec une première édition reliée en cuir de l'Enfer de Dante, sachant d'une manière ou d'une autre qu'elle cherchait cette traduction particulière depuis des années, et lorsque leurs doigts se frôlèrent alors qu'il lui tendait le volume, elle sentit un courant électrique traverser son corps, qui n'avait rien à voir avec une simple gratitude, et tout à voir avec la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule femme en Angleterre dont le bonheur comptait. Leurs soirées dans la bibliothèque devinrent un rituel qu'elle désirait et craignait à la fois, tous deux assis dans des fauteuils à oreilles devant le feu, discutant de philosophie et de littérature avec une intensité qui semblait plus intime que n'importe quel contact physique, et elle découvrit qu'il la mettait au défi intellectuellement d'une manière qu'elle n'avait jamais connue, argumentant passionnément sur les théories de Rousseau sur l'homme naturel, ou débattant des mérites de la poésie gothique par rapport à la poésie romantique, son visage animé d'un enthousiasme sincère lorsqu'elle contrait ses arguments avec les siens, soigneusement construits. Il lui apporta des partitions de sonates mélancoliques qui correspondaient à la douleur dans sa poitrine, des pièces de Chopin et de Schumann qui semblaient composées spécifiquement pour les soirées d'automne solitaire, et parfois elle jouait pendant qu'il s'asseyait pour écouter, et la musique devenait une conversation entre eux plus honnête que les mots, exprimant des désirs qu'aucun n'osait formuler à voix haute. Elle se surprit à rire de ses observations sèches sur les absurdités de la société,
un rire sincère qui ressemblait à un rayon de soleil perçant les nuages, et elle se surprit à penser à lui pendant les longues heures où il était absent, se demandant quel livre il lisait, ou s'il avait remarqué le même coucher de soleil spectaculaire qui avait peint son dîner solitaire dans des tons d'orange et d'or. Pourtant, à chaque moment de joie venait une mesure égale de culpabilité, le poids de son alliance lourd sur son doigt, alors qu'elle souriait aux blagues d'un autre homme. L'écho des vœux prononcés dans une église froide la hantant lorsqu'elle se surprenait à anticiper les visites de Nathaniel avec une impatience qui ressemblait à une trahison. Elle essayait de maintenir une distance convenable, insistait pour que leur rencontre n'ait lieu que dans des pièces publiques en présence de domestiques, ne se permettait jamais d'être seule avec lui dans une situation qui pourrait être mal interprétée, mais l'intimité émotionnelle, découvrit-elle, ne nécessitait aucune proximité physique pour ressembler à de l'infidélité, et elle construisait avec lui quelque chose que son mari absent n'avait jamais tenté de créer. Sa lutte intérieure devint une compagne constante, la voix du devoir guerroyant avec le murmure du désir, et elle passait ses nuits éveillées à se dire que l'amitié n'était pas une trahison, que la conversation et les rires partagés ne violaient pas ses vœux de mariage, mais son cœur savait qu'elle jouait sur les mots, analysant les définitions pour justifier la vérité indéniable qu'elle tombait amoureuse de Lord Nathaniel Hartley, tout en étant toujours liée par la loi et le sacrement à un homme qui l'avait abandonnée sans explication ni pitié, et le fait de savoir qu'elle se tenait sur un terrain dangereux ne l'empêchait en rien de faire un pas de plus vers le bord, chaque fois que Nathaniel lui souriait, comme si elle méritait d'être chérie. Les chuchotements qui avaient commencé comme des spéculations se cristallisèrent en un scandale public à mesure que la saison londonienne avançait. Et Céleste sentit le poids du jugement de la société comme une force physique pressant contre sa poitrine chaque fois qu'elle entrait dans une salle de bal, les conversations qui s'arrêtaient brusquement à son approche, les éventails qui se levaient pour cacher des lèvres en mouvement, les yeux qui la suivaient avec des expressions allant de la pitié à la condamnation, et elle comprit, avec une clarté amère, que la haute société avait décidé qu'elle n'était plus simplement la duchesse abandonnée, mais plutôt la femme déchue qui avait pris le rival de son mari pour amant, sans tenir compte de la vérité qu'il ne s'était rien passé d'inconvenant entre elle et Lord Nathaniel, au-delà de la conversation et de la compagnie. Au musical de Lady Pemberton, elle endura des regards insistants alors que Nathaniel était assis à côté d'elle pendant une interprétation particulièrement émouvante de la sonate au clair de lune de Beethoven, et bien qu'ils aient maintenu une distance convenable et n'aient parlé que de la musique, elle pouvait sentir la désapprobation collective de la salle rayonner vers eux comme la chaleur d'un feu, pouvait voir dans sa vision périphérique les douairières se pencher les unes vers les autres pour partager leur censure, pouvait entendre dans le silence soudain, lorsqu'elle s'approchait des rafraîchissements, le verdict que la société avait déjà rendu sans bénéfice de procès ou de preuves. Elle défendit leur amitié lorsque sa belle-sœur lui rendit visite avec des préoccupations à peine voilées, insistant avec peut-être trop de véhémence que Lord Hartley n'était qu'une aimable connaissance qui lui avait montré de la courtoisie pendant l'absence de son mari, que rien de fâcheux ne s'était produit, qu'elle restait fidèle à ses vœux de mariage malgré l'abandon du duc, mais même en prononçant ces mots, elle se demanda si l'infidélité émotionnelle n'était pas sa propre forme de trahison, si le fait qu'elle rêvait du sourire de Nathaniel et désirait sa compagnie et sentait son cœur s'élever au son de sa voix dans le hall d'entrée ne constituait pas une violation des promesses qu'elle avait faites devant Dieu. La tension de maintenir les apparences alors que son monde intérieur s'effondrait devint épuisante. Chaque engagement social, une performance qui lui demandait de garder la tête haute tout en se noyant dans la honte et la confusion, de sourire gracieusement alors que sa réputation se désintégrait autour d'elle, de feindre l'indifférence au chuchotement qui devenait plus fort chaque semaine. La confrontation eut lieu
au bal de la duchesse de Marlborough, lorsque Lady Thornbury, une femme connue pour sa langue acérée et son plaisir dans les malheurs des autres, approcha Céleste dans le salon de repos où elle avait cherché un refuge momentané contre les regards et les spéculations, et avec un sourire qui ne contenait aucune chaleur, dit d'une voix assez forte pour que les autres femmes présentes l'entendent. « Comme il est remarquable que vous parveniez à paraître en public, votre grâce, étant donné les circonstances de votre situation domestique, ou devrais-je dire, votre situation avec Lord Hartley, puisque votre mari semble avoir complètement disparu du récit. » Les mots frappèrent comme une gifle, et Céleste sentit son visage rougir d'humiliation et de rage, sentit tous les yeux de la pièce sur elle, attendant de voir si elle s'effondrerait ou se battrait, et elle se redressa de toute sa hauteur, canalisant chaque once de dignité aristocratique que son éducation lui avait inculquée, et répondit avec de la glace dans la voix. « J'ignorais que l'amitié entre membres de la société était devenue scandaleuse, Lady Thornbury, bien que je suppose que ceux qui ont une vie intérieure appauvrie doivent créer du drame, là où il n'en existe pas, pour remplir leurs heures vides. » Et bien que la réponse lui valût une vague de halètements choqués et la fureur marbrée de Lady Thornbury, Céleste quitta la pièce, sachant qu'elle avait gagné la bataille, mais perdait la guerre, que la société l'avait déjà condamnée indépendamment de son innocence, et que l'amitié avec Nathaniel, qui avait été son salut, devenait l'instrument de sa complète destruction sociale. Le soir arriva, enveloppé dans un brouillard de novembre, épais et oppressant, alors qu'il se pressait contre les fenêtres de la bibliothèque, et Céleste était assise devant le feu, à regarder les ombres danser sur le tapis persan en attendant l'arrivée de Nathaniel, sachant avec une certitude qui ressemblait à une fatalité que quelque chose devait changer, qu'ils avaient atteint un précipice d'où il ne pouvait y avoir de retraite sans conséquence. Et quand il entra dans la pièce, son visage portait une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, quelque chose de désespéré et de déterminé, qui fit se contracter son cœur d'un mélange d'espoir et de crainte. Ils tentèrent leur rituel habituel de conversation polie sur les livres qu'il avait apportés, un volume de Keats et un autre de Shelley, mais les mots semblaient creux face au poids de la vérité non dite qui pesait entre eux, et finalement, il posa sa tasse de thé avec des mains tremblantes et dit « Céleste, je ne peux pas continuer cette comédie. » Et elle sentit la pièce basculer, comme si la terre elle-même s'était déplacée sous ses pieds, sachant qu'une fois certains mots prononcés, ils ne pourraient jamais être désentendus, qu'il se tenait au seuil d'un changement irrévocable. Il se déplaça pour s'agenouiller devant sa chaise, les convenances abandonnées, ses yeux scrutant les siens avec une intensité qui rendait la respiration difficile, et il commença à parler d'une voix rauque d'émotion, lui disant qu'il avait essayé de rester simplement son ami, qu'il avait lutté contre ses sentiments avec tous les arguments rationnels qu'il possédait, mais qu'il ne pouvait plus nier qu'il était tombé désespérément, complètement amoureux d'elle, que chaque moment passé en sa compagnie était à la fois une extase et une agonie, que la voir souffrir de la négligence de son mari, tout en étant incapable d'offrir plus que de la compagnie, le détruisait lentement, et les mots jaillirent de lui comme la rupture d'un barrage, libérant des mois de passion soigneusement contenus. Céleste sentit les larmes couler sur son visage en l'écoutant, son propre cœur se fissurant pour libérer la vérité qu'elle s'était niée même à elle-même, et elle s'entendit avouer dans un murmure brisé comment le duc l'avait abandonnée la nuit de leurs noces sans explication ni pitié, comment elle avait attendu dans sa chambre nuptiale pendant des heures comme une idiote, comment la note qu'il avait laissée ne contenait rien d'autre qu'une instruction froide de rester au domaine jusqu'à son retour, comment l'humiliation et la solitude l'avaient presque détruite, jusqu'à ce que la bonté de Nathaniel lui donne une raison de se sentir à nouveau humaine, et tandis qu'elle prononçait les mots qu'elle n'avait jamais dits à personne, la douleur de cet abandon aussi fraîche et dévastatrice
que la nuit où il s'était produit. Elle sentit les mains de Nathaniel chercher les siennes avec une tendresse qui la fit souffrir de désir. Pendant un instant suspendu, ils restèrent figés dans ce tableau, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre, ses mains tenant les siennes comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile, et elle pouvait sentir l'attraction entre eux comme la gravité, pouvait voir dans ses yeux qu'il voulait l'embrasser, pouvait sentir son propre corps se pencher vers lui en signe de reddition, et elle comprit avec une clarté terrible qu'elle le voulait aussi, voulait se sentir chérie et désirée, voulait savoir ce que signifiait être vraiment voulu par un homme qui la voyait comme plus qu'une obligation contractuelle. Pourtant, alors même que l'impulsion montait en elle, une autre voix parla avec une force égale. La voix de l'honneur et des vœux et de la femme qu'elle avait été élevée pour être, et elle se recula avec un sanglot qui était moitié désespoir et moitié soulagement, disant « Nous ne pouvons pas, Nathaniel, peu importe à quel point nous le souhaiterions, peu importe la cruauté de mon mari, je suis toujours sa femme, toujours liée par les vœux que j'ai prononcés devant Dieu, et je ne peux pas trahir ses promesses, même s'il m'a trahi de toutes les manières qui comptent. » Et elle regarda son visage s'effondrer de compréhension et de résignation, le regarda relâcher ses mains et se relever, le regarda se détourner pour se ressaisir devant le feu. Le silence qui suivit contenait tout le poids d'un amour impossible et d'une renonciation nécessaire, et quand il parla enfin de nouveau, sa voix était soigneusement contrôlée, disant qu'il comprenait, qu'il honorait son intégrité, même si cela lui brisait le cœur, qu'il se retirerait de sa vie parce que sa présence était devenue un tourment pour eux deux, et elle voulut protester, voulut le supplier de rester, mais elle savait qu'il avait raison, savait qu'ils avaient atteint la fin de ce que leur amitié pouvait être sans franchir un territoire qui détruirait ces derniers lambeaux d'amour-propre, et ainsi elle hocha la tête à travers ses larmes et le laissa partir, le regardant sortir de la bibliothèque et de sa vie, la laissant seule une fois de plus, avec rien d'autre que la lumière mourante du feu et la connaissance dévastatrice qu'elle venait de renvoyer, la seule personne qui l'avait fait se sentir vivante en près d'un an d'exil dans son propre mariage. 3 jours après le départ de Nathaniel, Céleste se tenait dans le salon du matin, arrangeant des roses de serre avec des mains qui tremblaient encore en pensant à ce qu'elle avait perdu, lorsque le majordome apparut à l'embrasure de la porte avec une expression de neutralité soigneusement entretenue, et annonça que Son Altesse le duc d'Ashford était de retour et se trouvait actuellement dans son bureau, et le vase en cristal glissa de ses doigts pour se briser contre le sol en marbre, projetant de l'eau et des pétales sur ses pantoufles, bien qu'elle remarquât à peine le désordre, alors que le choc et la fureur se livraient une bataille dans sa poitrine face à l'audace de son retour maintenant, après près d'un an de silence et d'abandon, après qu'elle ait enfin commencé à reconstruire une semblance d'existence en son absence. Elle le trouva debout devant le feu dans le bureau qui était resté fermé à clé depuis son départ, ses larges épaules rigides sous son manteau de voyage, ses cheveux sombres légèrement plus longs que ne le dictait la mode, et quand il se tourna pour lui faire face, son expression ne contenait aucune de l'indifférence froide dont elle se souvenait du jour de leur mariage, mais plutôt quelque chose qui ressemblait presque à de l'angoisse avant que ses traits ne se ferment dans une neutralité aristocratique, et il offrit une légère révérence qui semblait se moquer de l'intimité qui aurait dû exister entre mari et femme. Leur premier échange consista en des plaisanteries cassantes qui dissimulaient à peine le gouffre entre eux. Ses questions sur sa santé et la gestion du domaine recevant des réponses d'une politesse glaciale qui ne laissait entrevoir aucune trace de la dévastation que son absence avait causée, et elle observa avec une satisfaction amère la tension qui s'insinua dans sa mâchoire lorsqu'elle mentionna que Lord Hartley avait eu la gentillesse de lui tenir compagnie pendant les longs mois de son isolement, regarda quelque chose de sombre et de dangereux fulgurer dans ses yeux
à la mention désinvolte du nom de son rival. Le dîner de ce soir-là se révéla d'une atrocité sans mesure, car le duc avait insisté pour que Lord Hartley soit invité, car il était apparemment passé plus tôt dans la journée sans être au courant du retour du duc. Et Céleste se retrouva assise entre les deux hommes dans la salle à manger caverneuse où chaque tintement d'argenterie contre la porcelaine semblait résonner comme le tonnerre, où le regard froid du duc se déplaçait entre elle et Nathaniel avec une évaluation qui ressemblait à une accusation, où la courtoisie soignée de Nathaniel envers elle semblait soudainement chargée de sens sous le regard de son mari. Elle regarda le duc observer comment Nathaniel savait, sans demander qu'elle préférait le vin au ratafia, comment il faisait référence à des conversations qu'ils avaient eues sur la poésie et la philosophie, comment son sourire envers elle contenait une chaleur et une familiarité qui parlaient d'intimité, même si leur amitié était restée techniquement convenable, et elle pouvait voir les doigts de son mari se resserrer autour de son verre de vin, jusqu'à craindre que le cristal ne se brise, pouvait voir le muscle sauter dans sa mâchoire, alors qu'il maintenait une civilité rigide, tout en cataloguant clairement chaque geste et chaque regard qui passait entre sa femme et l'homme qui avait été son seul réconfort pendant son absence. Céleste se sentit prise dans un étau d'émotions impossibles, la rage contre son mari pour l'avoir abandonnée, puis être revenue avec ce qui semblait être une indignation jalouse, la culpabilité pour la profondeur du sentiment qu'elle avait développé pour Nathaniel, même si rien d'inconvenant ne s'était produit, et une conscience étrange et involontaire de son mari en tant qu'homme, plutôt que simplement l'étranger froid qui l'avait laissé seul la nuit de leurs noces. Et elle comprit avec une certitude grandissante que tout était sur le point de devenir infiniment plus compliqué que la simple solitude à laquelle elle avait appris à survivre. La confrontation eut lieu le matin, après ce terrible dîner, alors que Lord Hartley venait à peine de partir et que la maisonnée vibrait encore d'une tension inconfortable, et le duc convoqua Céleste dans son bureau avec toute l'autorité impérieuse d'un homme qui n'avait jamais douté de son droit de commander, bien qu'elle entrât dans la pièce la colonne vertébrale droite et le menton levé en signe de défi, déterminée à ne pas se laisser intimider par le mari qui avait perdu tout droit à son obéissance par son abandon. Il se tenait devant les fenêtres donnant sur les jardins couverts de givre, sa silhouette sombre se découpant sur la pâle lumière du matin, et quand il se tourna pour lui faire face, son expression contenait une fureur si froide qu'elle sentit son souffle se couper malgré sa résolution de rester impassible, et il parla d'une voix comme de la glace qui se brise, exigeant de connaître la nature de sa relation avec Lord Hartley, si elle avait fait de lui un imbécile cocu, si les chuchotements des domestiques qu'il avait déjà entendus étaient fondés sur la vérité ou de simples spéculations, et chaque mot frappait comme un coup physique, même si la rage commençait à monter dans sa poitrine face à son audace. Elle sentit quelque chose se briser en elle alors, le contrôle prudent qu'elle avait maintenu pendant près d'un an, se fracturant sous le poids d'une injustice trop grande pour être supportée en silence, et elle s'entendit parler d'une voix qui tremblait de fureur et de douleur, lui disant qu'il l'avait abandonnée la nuit de leurs noces sans explication ni pitié, qu'il l'avait laissée seule dans une maison étrange au milieu de domestiques étrangers, tandis que la société chuchotait sur la mariée non désirée, que Lord Hartley avait été la seule personne à lui montrer une bonté humaine élémentaire pendant les interminables mois d'isolement qu'il lui avait imposés. Et elle regarda son visage changer tandis qu'elle parlait, regarda quelque chose comme le choc remplacer la colère accusatrice, mais elle ne pouvait arrêter les mots qui avaient été contenus trop longtemps. Elle lui dit que si son amitié avec Nathaniel n'avait été inconvenante qu'aux yeux de ceux déterminés à voir le scandale, c'était aussi la seule chose qui l'avait empêchée de sombrer dans le désespoir complet. Qu'elle n'avait rien fait dont elle devait avoir honte, bien que Dieu sût qu'elle avait été tentée, que s'il cherchait à jeter le blâme pour toute inconvenance, il pourrait d'abord regarder sa propre cruauté en abandonnant une épouse qui était venue à lui innocente
et pleine d'espoir malgré l'arrangement qui avait forcé leur union, et elle le vit tressaillir comme si elle l'avait frappé, vit ses mains se serrer sur ses flancs alors qu'il luttait contre une bataille intérieure qu'elle ne pouvait comprendre. La réponse du duc vint d'une voix dépouillée de sa froideur antérieure, remplacée par quelque chose de brut et de presque angoissé, et il dit qu'il ne l'avait pas abandonnée par cruauté, mais plutôt à cause d'un terrible malentendu, qu'il avait cru le jour de leur mariage qu'elle était amoureuse d'un autre homme, qu'il l'avait vue pleurer avant la cérémonie et l'avait entendu murmurer à sa compagne qu'elle aimait quelqu'un qu'elle ne pourrait jamais avoir, qu'il avait pensé être enchaîné à une femme qui le mépriserait pour toujours, pour avoir empêché son bonheur, et qu'il était parti pour leur épargner à tous deux l'agonie de vivre ensemble dans de telles circonstances. Et Céleste le dévisagea avec une horreur grandissante, en réalisant qu'il parlait de son amie d'enfance Margaret, à qui elle avait confié ses craintes concernant le mariage arrangé lui-même, et non un amour perdu. Le silence qui s'abattit sur eux contenait le poids de mois perdus et de souffrances mutuelles nées d'hypothèses jamais remises en question, et Céleste sentit des larmes couler sur son visage en reconnaissant l'absurdité tragique de leur situation. Comment ils avaient tous deux été blessés par l'orgueil et l'incompréhension, comment tout aurait pu être si facilement différent si l'un ou l'autre avait eu le courage de parler clairement, et elle vit sa propre angoisse se refléter dans les yeux de son mari, alors qu'il comprenait lui aussi ce qu'ils avaient perdu, bien que le gouffre entre eux semblât trop large pour être comblé, les dommages trop profonds pour être guéris par une simple explication. Dans ce terrible moment de révélation, on frappa à la porte, et Lord Hartley entra avec une dignité qui sembla remplir la pièce, et il s'adressa directement au duc, disant qu'il était venu pour clarifier que la duchesse s'était comportée avec une bienséance irréprochable tout au long de leur relation, que si l'honneur de quelqu'un avait été compromis, c'était le sien pour avoir permis à ses sentiments de dépasser ce que l'amitié devrait permettre, qu'ils se retiraient de leur vie de façon permanente afin qu'ils puissent avoir l'opportunité de construire le mariage qu'ils auraient dû avoir depuis le début, et avec une dernière révérence à Céleste qui contenait à la fois un adieu et une bénédiction, il partit, laissant mari et femme seuls avec les débris de leur malentendu et aucun chemin clair vers la réconciliation. Les jours qui suivirent le départ de Nathaniel se déroulèrent dans un brouillard de politesse soigneuse entre Céleste et son mari, chacun tournant autour de l'autre comme des animaux blessés, incertains de fuir ou d'attaquer, et elle se retrouva à se retirer dans la bibliothèque où elle avait passé tant d'heures agréables avec Nathaniel. Cherchant du réconfort parmi les volumes reliés en cuir qui avaient été témoins de son bref bonheur, lorsqu'elle découvrit, glissée entre les pages d'un recueil de poésie, une lettre scellée adressée à elle d'une main inconnue, et en l'ouvrant, elle trouva une brève note du confident du duc, M. Pemberton, lui demandant de le rencontrer dans le jardin d'hiver du domaine cet après-midi-là pour des questions de la plus haute importance concernant la conduite de son mari. Elle s'y rendit avec une appréhension qui lui serrait la poitrine, incertaine de la nouvelle révélation qui pourrait bien compliquer davantage leur situation, et trouva le vieux monsieur attendant sous les branches nues d'un chêne, son visage buriné plissé d'inquiétude et de quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement à sa vue. Et il commença sans préambule à parler de choses sur lesquelles il disait avoir juré le secret, mais qu'il ne pouvait plus taire, car il avait vu deux bonnes personnes se détruire par un malentendu tragique, et ce qu'il révéla fit se contracter le cœur de Céleste d'une douleur plus aiguë que tout ce qu'elle avait connu jusqu'alors. M. Pemberton expliqua que le duc n'avait pas seulement cru que Céleste en aimait un autre, mais qu'il avait lui-même été désespérément, éperdument amoureux d'elle dès l'annonce de leur fiançailles, qu'il avait étudié son portrait pendant des heures dans les semaines précédant leur mariage, avait interrogé des connaissances communes sur ses intérêts et son caractère, avait organisé les rénovations du domaine spécifiquement pour répondre à des préférences
qu'il avait appris être les siennes, et que le jour de leur mariage, quand il avait vu ses larmes et entendu ces mots chuchotés sur un amour impossible, quelque chose en lui s'était complètement brisé, car il s'était convaincu que la forcer à l'intimité avec un homme qu'elle ne pourrait jamais aimer serait la plus profonde cruauté qu'il pourrait infliger. Le confident produisit une liasse de lettres que le duc avait écrites mais jamais envoyées pendant son année à l'étranger, des lettres remplies de désirs et d'auto-récriminations, de descriptions détaillées de lieux qu'il aurait souhaité lui montrer, d'aveux d'amour si bruts et vulnérables que Céleste sentit des larmes couler sur son visage en les lisant, et elle comprit avec une clarté dévastatrice que son mari avait souffert autant qu'elle, que son départ avait été un acte de ce qu'il croyait être un sacrifice altruiste plutôt qu'un abandon froid, qu'il avait passé chaque jour de leur séparation dans sa propre agonie privée, croyant l'avoir piégée dans un mariage avec un homme qu'elle méprisait. M. Pemberton expliqua que le duc n'était revenu que parce qu'il ne pouvait plus supporter la séparation, bien qu'il crût qu'elle n'accueillerait jamais sa présence, qu'il avait appris les attentions de Lord Hartley et avait été consumé par une angoisse jalouse, tout en se disant qu'il devrait être heureux qu'elle ait trouvé le bonheur comme elle le pouvait, et que la confrontation dans le bureau était née de l'orgueil blessé et de l'amour désespéré, plutôt que d'une réelle croyance en son inconvenance, car il connaissait trop bien son caractère pour douter vraiment de son honneur. Céleste resta assise dans le jardin d'hiver longtemps après le départ de M. Pemberton, tenant ses lettres non envoyées contre son cœur, comprenant enfin toute l'étendue de la tragédie qu'ils avaient jouée, comment deux personnes qui auraient pu trouver le bonheur ensemble s'étaient plutôt infligé une torture mutuelle par des suppositions, de l'orgueil et l'incapacité de dire de simples vérités, et elle sentit le poids des mois perdus peser sur elle, alors même que quelque chose de nouveau s'agitait dans sa poitrine, quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir, car si son mari l'avait aimée depuis le début, si sa cruauté avait été une protection mal avisée plutôt que de l'indifférence, alors peut-être que les fondations d'un véritable mariage existaient après tout. Peut-être que les mois avec Nathaniel n'avaient pas été la seule possibilité de bonheur, et elle se leva du banc avec une résolution qui se cristallisait dans son esprit, incertaine de ce que l'avenir réservait, mais déterminée enfin à se battre pour le mariage qui aurait dû être le leur depuis le début. La note arriva dans la chambre de Céleste le lendemain matin, livrée par un laquais qui ne voulait pas croiser son regard, et l'élégante écriture de Lord Nathaniel Hartley demandait une audience privée dans le salon, et avant son départ définitif du comté, et elle se tint là, tenant le papier couleur crème avec des doigts tremblants, sachant que cette rencontre exigerait un choix qu'elle n'était pas certaine d'être prête à faire. Car les révélations sur l'amour caché de son mari avaient ébranlé les fondations de tout ce qu'elle croyait de sa situation, même si les mois de compagnie sincère avec Nathaniel avaient créé des liens qui ne se rompent pas facilement par une simple compréhension des erreurs passées. Elle s'habilla avec un soin inhabituel, bien qu'elle n'aurait pu dire si elle cherchait à honorer l'estime de Nathaniel ou à s'armer contre la vulnérabilité de cet adieu, et quand elle entra dans le salon, où la pâle lumière du soleil d'hiver filtrait à travers de hautes fenêtres, elle le trouva debout devant la cheminée, un peu comme son mari l'avait été dans son bureau lors de leur confrontation, mais là où le duc avait rayonné d'une fureur froide, la posture de Nathaniel ne parlait que de résignation et d'une tristesse qui fit se contracter son cœur d'une douleur correspondante. Il se tourna à son entrée, et l'expression sur son visage contenait un désir si nu qu'elle faillit fuir la pièce, mais il lui fit signe de s'asseoir sur le canapé avec une courtoisie parfaite, et attendit qu'elle soit assise avant de parler d'une voix rauque d'émotion réprimée, lui disant qu'il était venu dire ce que l'honneur l'avait empêché de dire auparavant, qu'il l'aimait d'une dévotion qui l'avait entièrement surpris, que dans une autre vie, une autre circonstance, il l'aurait courtisée comme il se doit et aurait espéré gagner son cœur par la patience et une estime sincère, et que même maintenant, malgré tout, il ne pouvait pas la laisser partir sans lui offrir une échappatoire à un mariage qui lui avait apporté tant de souffrances,
car il avait les moyens de l'emmener, de lui fournir sécurité et confort loin de la société qui avait chuchoté sur son abandon. Céleste écouta, des larmes coulant silencieusement sur son visage, comprenant que Nathaniel lui offrait tout ce qu'elle avait cru vouloir pendant ces longs mois d'isolement, la chaleur, la compagnie et l'affection douce que son mari lui avait refusée. Et pourtant, même pendant qu'il parlait, elle se surprit à penser à ses lettres non envoyées, à l'année d'exil auto-imposée de son mari, croyant la libérer pour trouver le bonheur, à l'amour qui avait existé, depuis le début, sous la surface d'un cruel malentendu. Et elle reconnut avec une clarté surprenante que si Nathaniel l'avait sauvée du désespoir, il l'avait fait en étant présent lorsque son mari ne l'était pas, en comblant un vide plutôt qu'en étant irremplaçable lui-même. Elle parla avec précaution, choisissant des mots qui honoreraient son sentiment sincère, tout en étant honnête sur son propre cœur, lui disant qu'elle lui serait éternellement reconnaissante pour sa gentillesse quand elle n'avait personne d'autre, que son amitié avait été un cadeau précieux dans ses moments les plus sombres, mais qu'elle n'avait jamais vraiment connu son mari, n'avait jamais eu l'occasion de découvrir ce qu'ils pourraient devenir ensemble, et que les révélations des derniers jours lui avaient montré que son mariage méritait au moins la chance de devenir ce qu'il aurait dû être depuis le début, même si cette chance menait finalement à plus de chagrin. Elle vit la douleur dans les yeux de Nathaniel, même s'il hocha la tête avec compréhension, et il traversa la pièce pour prendre sa main dans la sienne, déposant un dernier baiser sur ses doigts, avec une tendresse qui la fit pleurer ouvertement. Et il lui dit qu'il espérait que le duc se montrerait digne du choix qu'elle faisait, qu'elle méritait tout le bonheur, et qu'il garderait le souvenir de leur amitié comme un trésor, même en renonçant à toute prétention à plus. Et puis il disparut, la laissant seule dans le salon, avec sa décision prise et son avenir incertain, mais entièrement entre ses propres mains. Le premier dîner qu'ils partagèrent après le départ de Nathaniel s'étira sur une éternité de silence gêné, ponctué par le tintement de l'argenterie contre la porcelaine. Et Céleste était assise à une extrémité de la table en acajou qui pouvait accueillir 30 personnes, tandis que son mari occupait l'autre bout, la vaste étendue entre eux étant une manifestation physique du gouffre dans leur compréhension. Et elle l'observait secrètement, alors qu'il luttait pour trouver des mots qui semblaient rester coincés dans sa gorge, sa mâchoire se contractant de tension, alors qu'il commençait une observation sur le temps, pour ensuite s'éteindre dans le silence quand elle n'offrait rien de plus qu'un bref acquiescement, et elle reconnut sa propre culpabilité dans l'échange guindé, même si son orgueil blessé et sa douleur persistante rendaient toute chaleur impossible, car savoir qu'il l'avait aimée de loin n'effaçait pas les mois d'abandon, ne défaisait pas l'humiliation d'avoir été laissé seul la nuit de ses noces, ne guérissait pas les dommages causés par son incapacité à dire de simples vérités. Il tenta de nouveau la conversation le lendemain soir, s'enquérant de ses préférences pour les jardins de printemps, et cette fois-ci, elle se força à répondre avec plus que des monosyllabes, décrivant les roses que sa mère avait cultivées au manoir de Blackwood, et elle vit quelque chose vaciller dans ses yeux qui aurait pu être de l'espoir, de la douleur, ou les deux. Et il répondit qu'il avait déjà ordonné au jardinier de planter cette même variété, qu'il avait appris son penchant pour elle avant leur mariage, et la révélation qu'il avait prêté une telle attention même alors, tout en maintenant son extérieur froid, lui serra la gorge d'une émotion compliquée. La maisonnée semblait retenir son souffle collectivement pendant ces premières semaines, les domestiques accomplissant leurs tâches avec un silence inhabituel, comme s'ils craignaient que le moindre son ne brise les fragiles tentatives de civilité, et Madame Hensworth, la gouvernante, arborait une expression d'optimisme prudent chaque fois qu'elle rencontrait Céleste, espérant clairement que le retour du duc pourrait annoncer une amélioration dans la situation de sa maîtresse, bien qu'elle fût trop bien formée pour exprimer de tels espoirs à voix haute, et Céleste se demanda ce que le personnel pensait de ce mariage étrange, s'il la plaignait, la jugeait,
ou acceptait simplement les voix incompréhensibles de la noblesse. Elle observait son mari pendant ses repas guindés et ses brèves rencontres dans le salon, notant la façon dont ses doigts tambourinaient contre sa cuisse quand il semblait rassembler son courage pour parler, la tension dans ses épaules quand elle lui répondait avec froideur, l'éclair de quelque chose de brut dans ses yeux quand elle mentionnait un livre ou un morceau de musique, et qu'il réalisait à quel point il la connaissait peu, malgré son année de désir à distance, et elle comprit qu'il était aussi perdu dans cette situation qu'elle, aussi incertain de la manière de combler le fossé entre eux, et la nature parallèle de leur lutte aurait dû faciliter la connexion, mais d'une certaine manière ne faisait que souligner la tragédie de leur incapacité mutuelle à franchir la distance. Ses propres pensées tournaient en boucle pendant les longues nuits où le sommeil la fuyait. Rejouant ses lettres non envoyées contre le souvenir de son abandon, pesant l'amour qu'il prétendait avoir ressenti contre la douleur qu'il avait infligée, essayant de réconcilier l'homme qui avait étudié son portrait pendant des heures avec l'homme qui l'avait laissé en larmes dans sa robe de mariée, et elle reconnut que le pardon ne viendrait pas facilement, ni rapidement, que la confiance, une fois brisée, nécessitait une reconstruction minutieuse, mais elle comprit aussi que si elle ne faisait pas un effort vers lui, il resterait figé dans cette terrible politesse jusqu'à ce que l'un ou l'autre, ou les deux, craquent sous la tension de la proximité sans connexion. La tempête arriva sans prévenir par un après-midi de fin février, lorsque le ciel s'assombrit jusqu'à devenir couleur d'étain et que le vent hurla dans les cheminées du domaine d'Ashford, et Céleste s'était retirée dans la bibliothèque, cherchant du réconfort dans les livres comme elle le faisait si souvent pendant ces semaines difficiles, s'installant dans l'embrasure de la fenêtre avec un volume de poésie sur lequel elle ne parvenait pas à se concentrer, et elle n'entendit pas son mari entrer jusqu'à ce que le tonnerre gronde si violemment qu'elle sursauta et leva les yeux pour le trouver debout près de la porte, la regardant avec une expression qu'elle ne put tout à fait déchiffrer dans l'étrange lumière verdâtre qui précédait le déluge. Il lui demanda si sa présence la dérangeait avec une formalité si soignée que cela blessa quelque chose dans sa poitrine, et elle désigna la chaise près du feu en signe de permission silencieuse, reportant son regard sur la page, bien qu'elle n'absorbât rien des mots, trop consciente de lui, s'installant dans le fauteuil à oreilles en cuir, du bruit de la pluie commençant à s'abattre contre les fenêtres, de l'intimité singulière d'être piégés ensemble par la violence du temps, alors qu'ils avaient si studieusement évité toute proximité prolongée. Ils restèrent assis en silence pendant peut-être une demi-heure, les seuls sons étant le crépitement du feu et la fureur de la tempête, et progressivement, Céleste sentit une partie de la tension quitter ses épaules, car il y avait quelque chose de presque paisible dans ce silence partagé, aucune attente de conversation à naviguer ou de plaisanterie guindée à échanger, juste deux personnes s'abritant de la tempête. Et quand elle leva les yeux de son livre, elle le trouva fixant les flammes avec une tristesse si profonde sur son visage, sans défense, qu'elle sentit sa colère vaciller pour la première fois depuis son retour. Il dut sentir son regard, car il se tourna vers elle, et leurs yeux se rencontrèrent à travers la pièce assombrie, et il parla alors d'une voix à peine audible au-dessus de la tempête, lui disant qu'il savait qu'elle avait tout à fait le droit de le mépriser, que ses actions avaient été impardonnables quelles que soient ses intentions, mais qu'il avait besoin qu'elle comprenne qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui causer une telle douleur, que sa propre éducation ne lui avait rien appris sur la façon dont les mariages pouvaient être, sauf ce qu'il avait vu dans l'arrangement froid de ses parents, où sa mère avait pleuré en silence pendant des années l'indifférence de son père, et où son père s'était retiré dans une formalité glaciale pour éviter le désordre des émotions. Elle posa son livre et écouta alors qu'il continuait avec des mots hésitants, expliquant qu'il avait vu sa mère dépérir en aimant un homme qui ne pouvait pas l'aimer en retour, qu'il s'était juré de ne jamais piéger une femme dans une telle souffrance, et que lorsqu'il avait cru qu'elle en aimait un autre, il avait pensé être noble en la laissant libre
plutôt que de la forcer à endurer les attentions non désirées d'un mari. Et elle entendit dans sa voix l'écho de vieilles blessures, d'un enfant qui avait appris que l'amour n'apportait que de l'angoisse, d'un homme qui s'était convaincu que l'absence était une forme de bonté. La vulnérabilité de sa confession fit craquer quelque chose dans les défenses soigneusement entretenues de Céleste, et elle se surprit à parler pour la première fois, non pas avec colère, mais avec un désir timide de comprendre, lui demandant comment il avait pu croire qu'elle en aimait un autre, alors qu'elle le connaissait à peine avant leur mariage, et il admit qu'il l'avait vu rire avec son ami d'enfance à l'annonce des fiançailles, avait été témoin d'une affection facile entre elles qu'il n'avait jamais su inspirer, et s'était convaincu dans sa peur et son inadéquation qu'elle avait été forcée d'accepter sa demande en mariage, et elle reconnut à ce moment-là qu'ils avaient tous deux été prisonniers de suppositions, tous deux trop fiers ou trop effrayés pour dire de simples vérités qui auraient pu leur épargner des mois de souffrance. Et bien que sa colère ne disparût pas, elle devint quelque chose de plus complexe, tempérée par cet aperçu de l'homme blessé sous le duc froid, et lorsque la foudre illumina la bibliothèque, elle vit dans ses yeux non pas l'aristocrate impitoyable qui l'avait abandonnée, mais une âme perdue qui n'avait jamais appris que l'amour exigeait la présence plutôt que la protection par la distance. Le dégel vint progressivement, comme le lent retrait de l'hiver vers le printemps, mesuré non pas en déclarations spectaculaires, mais en moments accumulés de connexions hésitantes qui se construisirent les uns sur les autres au fil des semaines qui suivirent la révélation de la tempête, et Céleste se surprit à accepter des promenades matinales à cheval à travers les terres du domaine lorsque son mari les suggérait avec une prudence hésitante. Tous deux montés sur des chevaux côte à côte alors que la brume s'élevait des prairies et que leur souffle formait des nuages dans l'air froid, et pendant ces promenades, ils parlaient de choses simples au début, des observations sur la terre, les tenanciers et la lente préparation de la terre pour les semailles. Mais progressivement, les conversations s'approfondirent en échange sur les livres qu'ils avaient lus, les lieux qu'ils avaient visités et les souvenirs d'enfance passés dans des circonstances si différentes. Et elle découvrit qu'il possédait un humour pince sans rire qui émergeait à des moments inattendus, une observation ironique sur les prétentions de la société ou un commentaire autodérisoire sur ses propres insuffisances qui faisait s'incurver ses lèvres malgré sa méfiance persistante. Il commença à se joindre à elle pour le petit déjeuner, un repas qu'elle avait longtemps pris seule dans le salon du matin, et elle remarqua comment il observait ce qu'elle préférait, comment la confiture correspondant à ses saveurs favorites apparaissait, et le thé était préparé exactement à son goût, sans qu'elle ait besoin de le demander, de petites attentions qui auraient pu sembler triviales à d'autres, mais qu'elle reconnaissait comme des preuves d'attention et de soin, sa manière de l'apprendre par l'action quand les mots venaient encore avec tant de difficulté, et elle se surprit à s'adoucir progressivement à chaque geste attentionné, à chaque signe qu'il essayait de la connaître, non pas comme le portrait qu'il avait étudié ou l'idée qu'il avait construite, mais comme la femme réelle qui était assise en face de lui. Leurs dîners perdirent une partie de leur terrible tension à l'arrivée de mars avec son temps incertain, alternant entre les derniers soubresauts de l'hiver et les promesses timides du printemps, et Céleste commença à partager des observations sur sa journée sans y être invitée, mentionnant une lettre de sa sœur ou une préoccupation concernant l'une des femmes de chambre dont la mère était tombée malade, et elle le regarda écouter avec une intensité qui suggérait qu'il mémorisait chaque détail, et lorsque la mère de la domestique eut besoin d'un médecin, il avait déjà pris des dispositions pour que le médecin du domaine lui rende visite, avant que Céleste ne puisse en faire la demande elle-même, et le geste toucha quelque chose de tendre en elle, que sa colère n'avait pas tout à fait réussi à calcifier, au-delà de tout sentiment. Elle l'observa aussi pendant ces semaines, le regardant quand il ne se savait pas observer, alors qu'il traitait avec les tenanciers du domaine qui venaient à lui avec leurs préoccupations,
et elle vit une patience et un soin sincère dans ses interactions qui contredisaient tout ce qu'elle avait cru de son caractère, le vit écouter les problèmes d'un fermier concernant une vache malade avec la même attention qu'il pourrait accorder à des questions de bien plus grande importance financière, le vit ajuster un loyer lorsqu'une famille avait subi un malheur, et elle commença à comprendre que le duc froid qui l'avait abandonné n'était qu'une facette d'un homme bien plus complexe, que sous la réserve aristocratique se cachaient des profondeurs qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'explorer. Et cette reconnaissance la remplit d'un étrange mélange de chagrin pour ce qu'ils avaient perdu et d'un espoir prudent pour ce qu'ils pourraient encore construire. Ses tentatives de rapprochement restaient prudentes, presque craintives, comme s'il s'attendait à ce qu'elle se retire à tout moment dans la politesse glaciale qui avait caractérisé leurs premières semaines ensemble, et elle vit dans son hésitation à la fois le respect de ses limites et une vulnérabilité qui correspondait à la sienne, car ils étaient tous deux des créatures blessées, tentant de faire confiance à nouveau après la trahison, tous deux incertains si le terrain entre eux tiendrait leur poids ou s'effondrerait dans le gouffre qui les avait séparés si longtemps, et dans la lente accumulation des matins, des soirées et des petites gentillesses. Céleste sentit les premiers véritables frémissements de possibilité, le sentiment qu'il pourrait peut-être encore sauver quelque chose d'authentique des décombres de leur commencement. Céleste n'avait pas pu dormir cette nuit de fin mars, où la lune était pleine et jetait une lumière argentée sur ses appartements, son esprit agité de penser sur l'homme qui était son mari, mais qui ressemblait encore à un étranger prudent. Et elle s'était levée de son lit, enroulant un châle autour de ses épaules contre le froid persistant, et avait erré dans les couloirs silencieux du domaine d'Ashford, cherchant la bibliothèque où elle trouvait si souvent du réconfort, ne s'attendant pas à y trouver le duc déjà là, debout près des hautes fenêtres, regardant les jardins éclairés par la lune avec une telle désolation dans sa posture qu'elle faillit se retirer avant qu'il ne se retourne et la voie, son expression passant par la surprise et quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement avant de se figer dans une neutralité prudente alors qu'il lui demandait s'il avait troublé son repos par sa présence. Elle secoua la tête et admit que le sommeil l'avait fui, entrant dans la pièce à pas hésitants, et pendant un long moment, ils restèrent dans l'obscurité baignée de lune, sans parler ni reculer, jusqu'à ce qu'il commence à parler d'une voix si rauque qu'elle semblait arrachée à un lieu profondément blessé, lui disant qu'il ne pouvait pas dormir non plus à cause du dégoût de soi qui le tourmentait dès qu'il fermait les yeux, qu'il voyait son visage de leur nuit de noces attendant un mari qui n'est jamais venu, et que la connaissance de ce qu'il lui avait fait le rongeait comme un poison, qu'il s'était convaincu que son absence était noble, alors qu'en vérité, c'était de la lâcheté née de la peur de ne jamais être assez pour elle, de ne jamais inspirer en elle autre chose que le devoir et une tolérance résignée. Les mots vinrent alors plus vite, comme si un barrage s'était rompu, son aveu qu'il l'avait aimée dès le premier instant où il l'avait vue à un bal des mois avant leur fiançailles, mais qu'il n'avait jamais cru que quelqu'un comme elle pourrait aimer quelqu'un comme lui, froid, inadéquat et abîmé par une enfance où l'affection était une faiblesse et la vulnérabilité était punie, et qu'il avait fui plutôt que d'affronter la lente mort de la voir réaliser qu'elle était piégée avec un homme incapable de la rendre heureuse, et Céleste sentit des larmes couler sur son visage en écoutant cette confession, sentit la rage qu'elle avait portée si longtemps trouver enfin sa voix, alors qu'elle s'avançait vers lui avec des mains tremblantes et frappa sa poitrine de ses poings, exigeant de savoir comment il avait pu être si cruel dans sa prétendue bonté, comment il avait pu la laisser se croire si sans valeur que son propre mari ne pouvait supporter de rester ne serait-ce qu'une nuit, comment il avait pu lui voler la chance de choisir si elle pouvait l'aimer en faisant ce choix pour elle par son abandon. Il accepta ses coups sans se défendre, laissa sa rage déferler sur lui avec des larmes coulant maintenant sur son propre visage,
et quand sa fureur s'épuisa finalement en sanglots brisés, il ouvrit les bras en une offrande hésitante, et elle s'effondra contre lui, pleurant tous les mois perdus, et la douleur qu'ils avaient tous deux endurée, et l'espoir fragile qu'ils pourraient peut-être encore trouver leur chemin l'un vers l'autre. Et il la tint avec une douceur qui démentait sa réputation d'impitoyable, une main berçant sa tête contre sa poitrine, tandis qu'il murmurait des excuses brisées dans ses cheveux, et progressivement ses larmes se calmèrent en respiration haletante, alors qu'elle prenait conscience de son rythme cardiaque sous son oreille, aussi rapide que le sien, et quand elle leva son visage pour le regarder, elle vit dans ses yeux un désir si nu, une peur et un espoir si désespérés que quelque chose changea irrévocablement dans sa poitrine. Ils restèrent ainsi longtemps au clair de lune, et lentement, prudemment, comme s'il manipulait quelque chose d'infiniment précieux et fragile, il tendit la main vers la sienne et elle le laissa la prendre, leurs doigts s'entrelaçant dans un contact qui semblait plus intime que n'importe quelle étreinte, et elle comprit à ce moment-là que c'était leur véritable commencement, que tout ce qui avait précédé n'était qu'un prologue à cet instant où deux âmes blessées choisissaient de faire assez confiance pour essayer, et bien que les dommages ne pussent être effacés et que le pardon ne viendrait pas facilement ou rapidement, ils avaient fait le premier vrai pas vers la construction de quelque chose d'authentique à partir des ruines de leur faux départ, et dans la reconnaissance de leur brisure mutuelle gisait la fondation d'une guérison possible. Les mois qui suivirent cette rencontre au clair de lune se transformèrent en ce que Céleste ne pouvait décrire que comme une cour amoureuse au sein du mariage, une découverte intentionnelle l'un de l'autre qui aurait peut-être dû précéder leurs vœux, mais qui semblait maintenant d'autant plus précieuse pour avoir été choisie plutôt que présumée. Et alors qu'avril s'épanouissait en mai avec son explosion de fleurs à travers les jardins du domaine, ils commencèrent à construire quelque chose d'authentique à partir des fondations de leur vulnérabilité partagée, trouvant l'un en l'autre des profondeurs et des compatibilités qui auraient pu rester à jamais cachées s'ils n'avaient pas été forcés de traverser de telles ténèbres pour atteindre cette lumière. Elle découvrit qu'il aimait la musique comme elle, qu'il s'asseyait dans le salon de musique pendant qu'elle jouait du pianoforte avec une expression de paix si transportée que cela toucha quelque chose de tendre dans sa poitrine. Et un soir, il la surprit en se joignant à elle à l'instrument et en jouant un duo avec une habileté inattendue, leurs mains dansant sur les touches en harmonie, tandis que leurs yeux se rencontraient et se fixaient, et dans ce moment de création partagée, elle se sentit plus intimement liée à lui qu'elle ne l'avait cru possible. Ils commencèrent à veiller tard dans les nuits, parlant dans la bibliothèque où une si grande partie de leur guérison avait eu lieu, discutant de tout, de la philosophie à la poésie, en passant par leurs perspectives différentes sur la gestion du domaine, et elle trouva que son esprit était vif et réfléchi d'une manière qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'apprécier, qu'il écoutait ses opinions avec un intérêt sincère et modifiait parfois ses propres vues en fonction de son raisonnement, la traitant comme une égale sur le plan intellectuel plutôt que simplement comme une épouse ornementale, et le respect implicite dans ces échanges nourrit quelque chose dans son âme qui avait été affamée. Son humour pince sans rire émergeait plus fréquemment à mesure qu'il devenait assez à l'aise pour baisser sa garde. Des observations ironiques sur les absurdités de la société aristocratique ou des commentaires autodérisoires sur ses propres défauts qui la faisaient rire avec un plaisir sincère, et elle se surprit à chercher des occasions de provoquer ce sourire subtil qui transformait ses traits normalement austères en quelque chose approchant le juvénile, et il semblait à son tour chérir chaque instance de son rire comme si c'était un cadeau qu'il n'avait pas osé espérer recevoir. Ils découvrirent un amour partagé pour les petits matins, quand la brume s'accrochait encore au jardin et que le monde semblait feutré et sacré, et ils commencèrent à se promener ensemble à travers les terrains chargés de rosée, parlant de petites et de grandes choses, parfois à l'aise dans le silence
et d'autres fois parlant avec l'aisance de vieux amis. Et pendant ces promenades, il lui prenait parfois la main pour l'aider à franchir un terrain accidenté, et oubliait ensuite de la lâcher, et elle laissait ses doigts rester entrelacés avec les siens, sentant la chaleur de sa peau contre la sienne et la justesse d'un contact si simple. L'attirance physique, qui avait toujours couvé sous la surface, commença à se construire naturellement à partir de leur connexion émotionnelle, des regards chargés, tenus un instant de trop à travers la table du dîner, le frôlement des épaules lorsqu'ils étaient assis ensemble à lire, la façon dont son souffle se coupait lorsqu'il se tenait assez près pour qu'elle puisse sentir le savon au bois de santal qu'il affectionnait, et elle vit dans ses yeux qu'il le ressentait aussi. Ce désir grandissant qui n'était plus simplement physique mais enraciné dans une affection sincère et un amour de plus en plus profond. Pourtant, il resta patient, ne poussant jamais au-delà de ce qu'elle semblait prête à donner, lui permettant de fixer le rythme de leur réconciliation physique comme il lui avait permis de fixer le rythme de leur réconciliation émotionnelle. Au moment où l'été arriva dans toute sa splendeur, ils avaient été transformés par la patience et un soin intentionnel, tous deux des personnes différentes de ce qu'ils avaient été en cette froide nuit de noces, et Céleste comprit que parfois les plus grands amours ne sont pas ceux qui commencent parfaitement, mais plutôt ceux qui sont construits délibérément à partir de morceaux brisés. Et dans cette construction, ils avaient trouvé non seulement la réconciliation, mais un véritable partenariat, non seulement le pardon, mais la fondation d'une dévotion durable. La grande salle de bal du domaine londonien du vicomte Pemberton flamboyait de 1000 bougies en cette chaude soirée de juillet, où Céleste et le duc firent leur première apparition publique en tant que couple véritablement uni, elle radieuse en soie émeraude qui faisait ressortir la profondeur de ses yeux, et lui resplendissant en tenue de soirée formelle, mais plus transformé encore par la douceur de son expression lorsqu'il regardait sa femme, et il circulait parmi l'aristocratie rassemblée, acceptant les félicitations et endurant une curiosité à peine voilée sur leur réconciliation. Lorsque Céleste sentit la main du duc se resserrer presque imperceptiblement sur son bras, et elle suivit son regard pour voir Lord Nathaniel Hartley entrer dans la salle de bal, semblant très semblable à ce dont elle se souvenait, bien que peut-être avec de nouvelles rides autour des yeux qui parlaient de son propre parcours au cours des mois écoulés. Elle sentit l'attention de son mari irradier à travers le contact subtil entre eux, cette jalousie instinctive d'un homme confronté à celui qui avait offert du réconfort à sa femme pendant son abandon, et elle se tourna pour croiser ses yeux, y voyant à la fois confiance et vulnérabilité, alors qu'il luttait avec des émotions qu'il apprenait encore à gérer. Et elle posa sa main gantée sur la sienne avec une douce pression, et dit doucement que Nathaniel avait été un ami quand elle en avait désespérément besoin, mais que son cœur appartenait entièrement et irrévocablement à son mari. Et elle regarda ces mots se poser sur lui comme un baume, ses épaules se détendant légèrement, bien que la méfiance restât dans la crispation de sa mâchoire. Lord Hartley s'approcha d'eux, avec la dignité prudente d'un homme naviguant sur un terrain social difficile, s'inclinant formellement devant eux deux et offrant de courtoises félicitations pour leur bonheur évident. Et le duc répondit avec une civilité rigide, tandis que Céleste offrait une chaleur sincère tempérée par une distance appropriée, et après les plaisanteries requises, Lord Hartley demanda s'il pouvait avoir un bref mot avec la duchesse. Et bien que chaque instinct criât clairement contre cela, le duc se tourna vers Céleste pour obtenir son assentiment, et elle hocha la tête pour le rassurer, et avec un effort visible, il s'excusa pour parler avec une connaissance proche, tout en restant assez près pour observer. Nathaniel la conduisit dans un coin plus calme de la salle de bal, près des portes de la terrasse, où la musique était moins écrasante, et pendant un moment, ils restèrent en silence, un silence lourd de tout ce qui s'était passé entre eux, jusqu'à ce qu'ils disent avec une sincérité tranquille qu'il était heureux de la voir si heureuse,
que la lumière était revenue dans ses yeux d'une manière qu'il n'avait jamais vue pendant leur amitié, et qu'il savait que c'était parce qu'elle avait trouvé avec son mari ce qu'il avait un jour espéré lui offrir. Et Céleste sentit les larmes lui piquer les yeux face à sa générosité, alors qu'elle le remerciait pour sa gentillesse pendant la période la plus sombre de sa vie, pour avoir vu sa valeur quand elle s'était sentie sans valeur, et pour avoir offert son amitié sans attente de retour. Mais elle avait besoin qu'il sache qu'elle avait choisi son mariage, non par devoir ou par manque d'option, mais parce qu'en se battant pour lui, elle avait découvert un amour plus profond et plus vrai qu'elle ne l'avait imaginé possible. Il sourit alors avec une chaleur sincère, non entachée d'amertume, et lui dit qu'il avait su dès le moment de leur dernière conversation, des mois auparavant, qu'elle choisirait le duc, qu'il avait vu dans sa détermination à comprendre son mari les germes de ce qui deviendrait la dévotion. Et bien que son propre cœur ait eu besoin de temps pour guérir, il découvrait maintenant qu'il pouvait célébrer son bonheur sans réserve, que savoir qu'elle était aimée comme elle méritait de l'être lui apportait une mesure de paix, et qu'il avait récemment rencontré quelqu'un lui-même qui promettait de devenir important pour lui. Et Céleste serra brièvement ses mains en guise d'adieu, reconnaissante pour cette conclusion qui les libérait tous deux du fantôme de ce qui aurait pu être. Quand elle retourna aux côtés de son mari, il sonda son visage avec des yeux anxieux, et elle lui sourit avec une affection si ouverte que son expression se transforma en soulagement et en quelque chose de plus féroce, et il prit sa main et la conduisit sur la piste de danse où ils se déplacèrent ensemble en parfaite synchronie. Et elle sut que le passé était enfin enterré et que l'avenir s'étendait devant eux, brillant de promesses et d'une joie durement acquise. Ils retournèrent à Ashford Hall dans les heures calmes de cette nuit d'août, le trajet en voiture depuis Londres, rempli d'un silence chargé et de regards occasionnels qui parlaient de désirs longtemps différés et enfin prêts à être comblés. Et lorsqu'ils entrèrent dans le domaine, ils semblaient transformés de ce froid monument à l'isolement qu'il avait été en quelque chose de vivant de possibilité. Et le duc congédia les domestiques avec une brusquerie inhabituelle, le laissant seul avec Céleste dans le hall d'entrée, où la lueur des bougies projetait des ombres dansantes sur des murs qui avaient été témoins de tant de chagrin et étaient maintenant sur le point d'assister à la guérison. Il se tourna vers elle avec une expression qui mêlait vulnérabilité et désir, demandant avec des mots hésitants si elle viendrait dans ses appartements, non par devoir mais par choix. Et elle répondit en lui prenant la main et en le conduisant en haut du grand escalier vers l'aile, et tous ses appartements donnaient sur les jardins où ils s'étaient promenés tant de matins à se découvrir à nouveau. Et quand ils entrèrent dans ses chambres, elle vit qu'il les avait préparées avec soin, des fleurs fraîches sur chaque surface et des bougies allumées pour créer une atmosphère de tendresse plutôt que de simple séduction, et son cœur se gonfla à cette preuve de sa considération et de son soin. Ils se firent face dans la lumière vacillante, et elle put voir le tremblement de ses mains, alors qu'il tendait la main pour lui caresser le visage, demandant la permission avec ses yeux avant chaque contact, comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile, qui pourrait se briser si elle était manipulée sans précaution, et elle se pencha dans sa paume, sentant la chaleur de sa peau contre sa joue, et murmura qu'elle lui faisait entièrement confiance, qu'elle désirait cette union, non par obligation, mais par un désir sincère, et un amour durement acquis au cours de leur voyage hors des ténèbres, et à ces mots, quelque chose en lui sembla se libérer, et il l'embrassa avec une tendresse qui fit monter les larmes à ses yeux, parce que c'était si différent de ce qu'elle aurait pu attendre cette première nuit terrible, si plein de révérence et de passion contenue qui parlait de sa détermination à chérir plutôt que de simplement prendre. Elle répondit avec une ferveur égale. Ses mains trouvant les plans de sa poitrine et sentant son cœur battre la chamade sous ses paumes, et ils se déshabillèrent lentement l'un l'autre avec des doigts tremblants et des mots doux, découvrant le paysage de la peau et de la vulnérabilité
avec l'émerveillement de la véritable intimité plutôt que du simple contact physique. Et quand il l'allongea sur son lit, il s'arrêta pour la regarder avec une adoration si nue qu'elle se sentit entièrement vue et entièrement acceptée pour la première fois de sa vie. Et elle l'attira vers elle en murmurant son prénom, qu'elle avait si rarement utilisé. Et leur union fut une méditation sur la guérison et la connexion. Chaque contact et chaque baiser, un acte d'amour plutôt que de conquête. Chaque souffle partageait une prière de gratitude pour les secondes chances et la compréhension durement acquise. Ensuite, ils restèrent enlacés dans l'obscurité, parlant à voix basse de tout et de rien, et il lui dit qu'il l'aimait d'une profondeur qui le terrifiait par son intensité, qu'elle était devenue l'axe autour duquel son monde entier tournait, et à la voix qu'elle était tombée amoureuse de l'homme, qu'il était vraiment sous les murs défensifs qu'il avait construits, après des années, à se croire indigne d'une affection sincère, et ils pleurèrent tous deux des larmes de joie et de libération, sachant qu'ils avaient enfin consommé non seulement leur mariage, mais le partenariat profond qu'ils avaient bâti sur les cendres de leur début désastreux. Et alors que l'aube commençait à peindre le ciel de rose et d'or, ils firent de l'amour de nouveau avec l'intimité facile de ceux qui se savent véritablement unis de corps, d'âme et d'esprit, la transformation de l'abandon à la dévotion enfin complète de toutes les manières qui comptaient. 5 ans avaient transformé Ashford Hall de ce monument retentissant de chagrin en quelque chose de vivant de joie et de chaleur. L'après-midi de printemps doré de soleil qui se déversait à travers des fenêtres grandes ouvertes pour laisser entrer le parfum des roses en fleurs et le son des rires d'enfants provenant des jardins en contrebas. Et Céleste se tenait à la fenêtre de la nurserie, regardant ses 3 enfants jouer dans le labyrinthe où elle et leur père s'étaient autrefois promenés dans un silence gêné, apprenant à se faire confiance, et maintenant Edmond, âgé de 7 ans, poursuivait ses jeunes sœurs Catherine et Élisabeth à travers les haies avec la joie sans retenue d'un enfant qui n'avait jamais connu que l'amour et la sécurité, leur gouvernante les suivant à une distance discrète, leur laissant une liberté dans des limites sûres. Elle sentit des bras chauds l'encercler par derrière et s'adossa contre la poitrine de son mari, avec l'intimité facile d'amants qui avaient gagné leur dévotion par la patience et la douleur, et il déposa un baiser sur sa tempe, en murmurant qu'il s'était échappé de l'interminable correspondance dans son bureau pour la trouver, parce qu'une heure sans sa présence ressemblait à une privation, et elle se tourna dans son étreinte pour voir la douceur dans ses yeux qui avaient remplacé la méfiance froide de leur début. Les rides autour de sa bouche maintenant formées par le rire plutôt que par l'amertume, et elle s'émerveilla, comme elle le faisait souvent, de la manière dont il s'était complètement transformé, de ces étrangers blessés qui pouvaient à peine se parler en partenaires dont la connexion était profonde et inébranlable. Ils regardèrent ensemble Edmund aider la petite Élisabeth à se relever après une chute, faisant preuve de la douce protection que son père lui avait modelée, et Céleste réfléchit à la façon dont leurs enfants grandiraient entourés de la preuve d'un amour sincère, ne doutant jamais que leurs parents se chérissaient l'un l'autre et les chérissaient eux, n'expérimentant jamais la formalité froide qui avait empoisonné l'enfance de son mari et avait failli détruire leur mariage avant qu'il ne puisse vraiment commencer. Et elle sentit sa main se poser sur son ventre légèrement arrondi où leur 4e enfant grandissait, et il dit avec émerveillement dans sa voix qu'ils n'arrivaient toujours pas à croire à la richesse de la vie qu'ils avaient construite à partir de débuts si dévastateurs, qu'ils se réveillaient certains matins craignant que tout ne soit qu'un rêve, et qu'ils se retrouveraient dans cet exil auto-imposé, n'ayant jamais eu le courage de revenir et de se battre pour elle. Elle l'assura, comme elle l'avait fait d'innombrables fois, que c'était réel, qu'ils étaient réels, que chaque jour de leur mariage était maintenant un témoignage du pouvoir de choisir l'amour plutôt que la peur et l'orgueil, et qu'ils avaient prouvé
que même le début le plus brisé pouvait être transformé par la vulnérabilité, le pardon et le courage d'essayer à nouveau. Et elle l'embrassa avec l'affection facile d'une femme entièrement sûre de la dévotion de son mari, et ensemble ils descendirent dans les jardins pour rejoindre leurs enfants, et le son du rire profond du duc, se mêlant au ton plus léger de Céleste, et aux cris ravis de leur progéniture, résonna dans les couloirs qui n'avaient autrefois connu que le silence et la tristesse. Et Ashford Hall se tenait, chaud sous le soleil de l'après-midi, un monument vivant à la rédemption et au triomphe de l'amour sur l'abandon, chaque pièce remplie maintenant de la preuve que l'obscurité n'a pas besoin d'être permanente et que la patience et la compréhension peuvent guérir même les blessures les plus profondes. Et alors que Céleste regardait son mari faire tournoyer leur fille dans les airs pendant qu'Edmund s'accrochait à sa jambe en réclamant de l'attention, elle sut avec une certitude absolue que leur voyage depuis cette terrible nuit de noces jusqu'à ce moment de bonheur complet avait valu chaque larme et chaque moment de doute, parce qu'ils avaient construit quelque chose de vrai et de durable sur les cendres de leurs erreurs. Ce soir-là, après que les enfants eurent été couchés avec des baisers et des histoires murmurées, Céleste et le duc se promenèrent ensemble dans les jardins où une si grande partie de leur guérison avait eu lieu, l'air de fin de printemps, parfumé de jasmin et de roses, qui grimpait sur les anciens murs de pierre. Et ils s'arrêtèrent au banc où ils s'étaient autrefois assis dans un silence douloureux pendant ces premiers jours de réconciliation hésitante, et maintenant ils s'assirent de nouveau, mais leurs corps se courbaient naturellement l'un vers l'autre dans l'intimité facile d'amants qui avaient gagné chaque moment de leur bonheur par la patience et le courage. Et il prit sa main dans la sienne et déposa un baiser sur ses doigts en disant qu'il s'émerveillait encore de la façon dont leur histoire s'était complètement transformée, de ce terrible début à cette joie profonde, et elle appuya sa tête contre son épaule, réfléchissant que leur voyage lui avait appris que les débuts, aussi dévastateurs soient-ils, n'ont pas à déterminer les fins si les gens choisissent la vulnérabilité à l'orgueil et le pardon à l'amertume. Et ils s'assirent dans un silence confortable, regardant les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, sachant qu'ils avaient construit quelque chose de vrai et de durable sur les décombres de leurs erreurs. Cher auditeur, peut-être avez-vous connu la douleur de l'abandon ou la dévastation de rêves brisés avant même qu'ils ne puissent se former. Peut-être vous êtes-vous tenu dans les ruines de ce qui aurait dû être beau, et vous êtes-vous demandé si la guérison était même possible. Et cette histoire du duc et de la duchesse d'Ashford témoigne que l'obscurité n'est pas permanente, et que la patience, associée au courage d'être vulnérable, peut transformer même les blessures les plus profondes en une plénitude inattendue. Car ils ont prouvé que l'amour ne se trouve pas dans des débuts parfaits, mais plutôt dans le choix de continuer à essayer quand chaque instinct crie de se protéger et de se retirer. Et leur transformation d'étrangers blessés, qui pouvaient à peine se parler en partenaires dévoués, dont la connexion était profonde, nous enseigne que nous ne devons pas juger une relation par son point de départ, mais plutôt par ce que deux personnes choisissent de construire quand on leur en donne la chance. Et parfois les plus grandes histoires d'amour ne sont pas celles qui commencent avec passion et facilité, mais celles qui sont forgées dans les feux de l'incompréhension et de la douleur, et en sortent plus fortes pour avoir survécu à l'épreuve. Puissiez-vous trouver le courage d'être vulnérable, même lorsque la peur murmure que les murs sont plus sûrs que l'ouverture, puissiez-vous découvrir que la patience n'est pas une acceptation passive, mais plutôt un choix actif de croire en la possibilité, même lorsque l'épreuve suggère le contraire. Puissiez-vous apprendre, comme Céleste et son duc l'ont appris, que l'intimité sincère exige le courage terrifiant d'être vraiment vu avec toutes vos failles, vos blessures et vos peurs mises à nu. Et puissiez-vous savoir qu'aucun début n'est si sombre qu'il ne puisse être transformé par deux cœurs désireux de choisir l'amour à l'orgueil et la compréhension au jugement.
et dans vos propres relations, qu'elles soient naissantes ou établies de longue date. Puissiez-vous vous souvenir que la connexion se construit non pas dans de grands gestes, mais dans de petits moments accumulés de gentillesse, de considération, et le choix quotidien de voir et de chérir la personne qui est devant vous. Et puissiez-vous reposer ce soir dans la paix, de savoir que la rédemption est toujours possible, et que l'amour gagné par la lutte est un amour qui perdure. Si cette histoire a touché votre cœur, envisagez de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que les débuts brisés peuvent devenir de belles fins, et puissiez-vous bien dormir en sachant que demain offre une autre chance de choisir la vulnérabilité, le courage et l'amour.